Oui, parcours et trésor. Voilà, nous en sommes aujourd'hui à notre deuxième parcours. Et notre deuxième parcours nous ramène vers le tout premier trésor que nous avons présenté. Il s'agit de cet homme que nous vous présentons de nouveau, Monsieur Jean Van Lierde. Jean Van Lierde, un passionné de la liberté et de la dignité humaine. Jean Van Lierde, l'homme qui a soutenu le kimbanguisme dans sa phase de la lutte pour la liberté. Et Jean Van Lierde n'a pas seulement été pour la liberté du kimbanguisme au Congo, mais il est aussi un ami personnel de Patrice Lumumba. Monsieur Jean Van Lierde, dites-nous, comment avez-vous connu Lumumba? Oui, d'abord connu Patrice, comme beaucoup d'autres leaders congolais, d'ailleurs par correspondance. Moi, je ne mettais pas les pieds au Congo puisque j'étais interdit de séjour dans ce grand pays jusqu'au mois de juin 60. Mais j'avais ouvert une librairie qui s'appelait Le Livre Africain et j'envoyais aux syndicalistes, aux gens qui s'occupaient de culture au Congo, des listes de livres disponibles sur la décolonisation et les luttes des peuples pour la liberté. Et parmi toutes ces adresses à qui j'envoyais ces listes au Congo, un des plus dynamiques pour répondre et pour acheter les livres était un certain Patrice Lumumba. Donc, c'était en 56-57, si je me souviens. Notre revue Route de paix coexistence, on l'avait lancée en 1952, donc on avait une page d'information déjà sur ces bouquins anticolonialistes. Depuis 1952, dans cette revue, on attaquait le comportement de la Belgique à l'ONU, dans les commissions parlementaires de l'ONU, parce que les Belges votaient tout le temps aux côtés de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Donc on était déjà très marqué dans les problèmes de l'Algérie, de l'Indochine et du Congo. Et Patrice donc répondait assez rapidement, et je me disais, tiens, voilà, ça c'est un... Il était déjà venu en Belgique une fois, en 1955, je crois, dans une délégation, mais je ne l'avais pas rencontré. Et il me commandait des livres, je voyais. Puis, en 1958, il va avoir le lancement de la grande exposition universelle de Bruxelles. Et se trouve au Ghana, à ce moment-là, en mai 1958, deux amis, des nègres américains, objecteurs de conscience comme moi, c'est-à-dire antimilitaristes, refusant le service militaire, refusant la guerre, et qui sont les conseillers de Nkrumah au Ghana. Un est même au cabinet de Gbedema, le ministre des Finances. Et ces deux leaders, qui sont au fond des amis de Martin Luther King, qui tout ça, me téléphonent en me disant, en mai 58, « Ah, Jean, c'est très important, mais nous organisons pour décembre 1958 une grande conférence panafricaine pour la libération des peuples d'Afrique par des moyens non violents, pas par la guerre, et il faut que tu te débrouilles pour trouver enfin des délégués du Congo belge, parce que jamais des gens du Congo belge n'ont participé à une réunion politique internationale. » Ah, je dis, bon, je vais m'y mettre. Et j'ai commencé un tas de démarches pour voir qui, parmi ces leaders congolais, en 58, serait prêt à partir à Accra. Et ma petite enquête, les contacts que j'avais, parce que je connaissais bien aussi Cyril Adoula, je connaissais bien les gens de la BACO, les gens du CEREA, les gens du Parti solidaire africain avec Kabitatou et les autres. Donc j'avais déjà beaucoup de contacts sur ce plan-là. Et finalement, on établit une première liste avec Kasavubu, Lumumba, Diomi et l'autre du Kasaï, là... Non, pas Kalonji, qui travaillait tout le temps avec Kalonji, Galula, et Joseph Galula. Finalement, on fait les démarches, et puis j'apprends que le gouverneur général et les autorités belges ne vont pas donner de visa
pour les laisser partir au Ghana. Je dis, mais enfin, c'est scandaleux. Je vais voir mes amis jésuites, dominicains, etc. Et finalement, c'est le père Van Wink, un jésuite, qui arrache la décision chez le gouverneur général, laissez-les partir. Mais Kasavubu, je ne sais pas pourquoi, ne veut pas y aller. Et finalement, c'est Ngalula, Diomi et Lumumba qui, pour la première fois, vont participer à une conférence internationale au Ghana, à Accra, en décembre 1958. Patrice m'envoie le texte de son intervention là-bas. Il est évidemment enthousiaste. Il m'avait envoyé des lettres de remerciement en disant « c'est bien que je peux participer à cette conférence avec les deux autres. Je connaissais bien Diomi, je connaissais bien Ngalula aussi, évidemment. » Et voilà. Donc c'est sa première réunion internationale. Il rentrera à Léopoldville rapidement. Entre-temps, l'Abaco veut organiser un grand meeting qui est interdit. Et il y a les fameuses bagarres du 5 janvier 1959. Et alors là, beaucoup de morts, etc. Et les dirigeants de l'Abaco sont embarqués, ils viennent ici à Bruxelles, dans les hôtels. Et Patrice continue ses meetings. Et alors il va venir à Bruxelles. Et quand il vient à Bruxelles, il vient aussi aux Amis de présence africaine, au 220 rue Belliard. Cette maison existe toujours. C'est la seule à la rue Belliard, tout a été abattu. Et si vous voyez le coin de la rue Froissart et de la rue Belliard, vous voyez que cette maison qui était les Amis de présence africaine, la librairie, le livre africain, ça existe toujours. Et la nièce de Thomas Kanza m'a téléphoné encore hier en me disant « Tiens, tu sais, c'est incroyable, je viens de passer à la rue Belliard et cette maison est à vendre. » Et j'ai tout de suite, j'étais au film à Namur, où il y a l'inauguration de la semaine du cinéma à Namur. J'ai vu la ministre, je lui ai dit « Ah, mais mon Dieu, vous ne pouvez pas laisser passer la destruction de cette maison du 220 rue Belliard, car c'est un grand morceau de l'histoire du nationalisme congolais. » De 58 à 62, tous les leaders congolais, tous ceux ministres, tout ça, tous les étudiants de Liège, d'Anvers, de Gand, de Louvain, de Bruxelles, tout ça venait à nos réunions du 220 rue Belliard. Donc ça restait au fond une maison assez symbolique où Patrice a fait plusieurs conférences. Naturellement, quand il est venu en Belgique, j'étais avec lui à Liège, à Gand, à Anvers, à Louvain, faire tous les meetings avec lui. Ça, il est venu à quelle occasion? À quelle occasion? Je ne sais plus. Il venait pour des visites en Belgique et pour des meetings. Je me rappelle en 58 avoir organisé, pas en 58, en 59, et puis alors en 1960, évidemment, plusieurs, mais à sa libération, après la prison, quand on l'a fait sortir de prison, en janvier 60, et puis alors on a fait un tas de meetings et de réunions avec lui. Il a participé à la table ronde, il a tout le monde là-bas, avec les amis de l'association des étudiants. On avait voté aussi à la rue Belliard la décision d'un front commun, où même Tchombe, présent, est venu signer avec tous les autres pour que tous les Congolais ensemble se présentent à la table ronde devant le pouvoir belge dans un climat d'unité. C'est comme ça que les choses s'étaient passées. Ça, c'est mes souvenirs très actifs de tous ces moments-là, parce que les Belges n'étaient pas faciles, évidemment. Hein, et comme les Congolais n'avaient aucune pratique de ces réunions politiques internationales, évidemment, pour eux, c'était à la fois terriblement difficile, parce qu'ils n'avaient pas les compétences. Il y avait bien quelques étudiants universitaires, mais ils n'étaient pas habitués non plus à toutes ces réunions politiques où les astuces et les pièges sont courants. Donc ils ont fait cette table ronde, c'était extraordinaire. On a fait quand même beaucoup de meetings et de réunions, et voilà. Oui, il semble que lorsque Patrice Lumumba est arrivé ici en Belgique pour la table ronde, vous personnellement, ensemble avec les amis de présence africaine, vous avez participé à leur encadrement, notamment pour que les représentants du Congo ne se présentent pas dispersés à la table ronde
pendant la discussion avec le Belge? Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. Le front commun, c'est ça. Ça veut dire, mettez-vous ensemble pour ne pas être divisés devant les Belges et signer, Tchombe compris, avec les partis du Katanga. Vous devez vous mettre pour faire un groupe commun face aux Belges qui, eux, sont très malins, ils sont habitués à tous ces trucs-là. Mais en plus, vous devez demander la libération de Patrice Lumumba, parce que vous allez commencer cette table ronde, et Patrice n'est pas là, il est en prison. Donc, nous, ensemble, avec Liao, Kanza, Bomboko, les autres, on dit, il faut demander la libération de Patrice immédiatement pour qu'il vienne à la table ronde. Or, il était condamné. Et il était emprisonné là-bas, je crois, à Jadotville ou quoi. Et le gouvernement suit le vœu unanime de tous les Congolais qui se trouvaient là à la table ronde pour faire libérer Lumumba. C'est alors, j'ai montré les photos tantôt dans le film de Michel sur Mobutu, le roi du Zaïre, on voit l'arrivée de Lumumba libéré de prison qui arrive à Saventem, à l'aéroport de Bruxelles. Or, vous savez, déjà, à ce moment, il y avait des tendances divisionnistes. On savait que Ndaka n'aimait pas Patrice. On savait qu'Albert Kalonji, le Moulopoué du Kassai, n'aimait pas beaucoup Patrice. Donc j'avais pris la décision. Comme président des Amis de présence africaine, j'avais dit à Ndaka, écoute Victor, tu viens dans ma voiture à Saventem pour accueillir Patrice. Et j'avais dit au Moulopoué, écoute Albert, tu viens dans ma voiture et à 3, nous allons accueillir Patrice Lumumba à l'aéroport. Vous devez donner une image de réconciliation, malgré vos divergences, etc., pour montrer que vous faites un front commun avant d'attaquer la table ronde. Et c'est comme ça, sur les photos, on me voit avec les deux amis, Ndaka et Kalonji, accueillir Patrice à sa descente d'avion à Saventem. Je vous signale tout de suite qu'évidemment, j'ai fait cette démarche comme militant non violent, avec beaucoup d'illusions, me disant ils doivent absolument se réconcilier, parce que ces trois grosses têtes, dans l'avenir du Congo, ils ne peuvent pas être un contre l'autre. Or, chers amis, vous voyez bien, nous sommes à ce moment-là, en janvier 1960, un an après, exactement, en janvier 61, ces deux-là, avec Mulongo, vont décider de la mort de Lumumba. Ça, c'est les désillusions des militants pacifistes. Moi, je croyais qu'ils allaient se réconcilier, ça ne s'est pas fait. Mais enfin, c'est un des moments d'histoire qu'il faut retenir dans l'histoire du Congo. Et pour toutes les jeunes générations de Congolais, c'est des choses, ils ne peuvent pas ignorer tout ça. Et Patrice Lumumba gagne les élections. La nouvelle n'était pas accueillie avec enthousiasme dans le milieu belge. Et Ganchoff, ministre chargé des Affaires générales en Afrique, fait une démarche qui aboutit à l'envoi de Jean Van Lierde au Congo. Et en quoi consistait votre mission à ce moment-là? Oui, évidemment, ça c'est une histoire très bizarre et très drôle. Mais les élections, c'est en mai 60, et le MNC de Lumumba gagne ces élections. Pour les Belges, je dirais, c'est déjà une tragédie. Ils n'imaginaient pas que ce soit le MNC qui gagne les élections. Il n'aura pas la majorité absolue, mais enfin, il était dans les 6 provinces le parti le plus important. Et alors se passe cette chose assez bizarre. Ça devait être fin mai 1960. Ganso van der Merch, qui est le ministre chargé des Affaires africaines, téléphone à son ami Arthur Doucy, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il dit, voilà, on vient d'avoir les élections au Congo, mais c'est inquiétant, le roi n'est pas content, le gouvernement belge n'est pas content non plus.
il faudra arranger qu'est-ce que je peux faire pour trouver un ami de Lumumba en Belgique qui, si les choses tournent mal, puisse discuter avec lui. Oh bon, Doucy lui dit, oh ben moi j'en vois un, c'est Jean Van Lierde, bon, t'as qu'à l'embarquer dans l'avion du 11 juin 1960, et s'il y a un problème, il est vraiment l'ami de Lumumba, il pourra discuter avec lui. Donc je me trouve dans cette situation assez bizarre d'être un homme interdit au Congo, mais le gouvernement qui a peur dit « Ah, il faut essayer d'arranger les affaires ». Et il téléphone à Jules Gérard Libois, qui est le directeur du CRISP, où je travaille, parce que je suis secrétaire général du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, depuis 1958. Et Doucy dit à Gansoff, demande-lui s'il est prêt à lâcher Van Lierde pendant quelques semaines pour aller assister à l'indépendance du Congo. Et Jules Gérard, évidemment, a dit oui tout de suite. Et c'est comme ça que je suis parti, le 11 juin 60, dans le même avion que le ministre Gansoff van der Merch et tout son cabinet. Et moi, j'étais à l'arrière avec Jeff Van Bilzen, qui lui partait au Katanga négocier aussi un tas de choses. Et donc, je suis arrivé à Léopoldville pour la première fois, pendant toutes ces journées extraordinaires pour la formation du premier gouvernement congolais. Une période horrible. Horrible en ce sens que les Belges faisaient tout pour diviser les nègres, pour que les Congolais soient les uns contre les autres, pour ne pas arriver à faire une unité d'action. Patrice sentait ça très bien. J'étais dans son cabinet à sa maison tous les jours, et il sentait comme tout le monde. Il dit, tu vois, il n'y a rien à faire, personne. Le gouvernement belge ne me veut pas, on fait tout pour saboter les affaires, j'ai gagné les élections, mais on sent bien que bon. Et déjà, j'étais à peine là 3-4 jours. Gansoff van der Merch avait dit, je ne veux pas rencontrer ce monsieur, il s'agissait de moi. On doit donc prendre des intermédiaires. Lui avait pris Jan Hollands van Loek, qui deviendra un des grands patrons après, ambassadeur dans beaucoup de pays et patron des affaires étrangères. Jan Hollands, c'était le délégué de Gansoff. Et moi, je choisis Benoît Verhagen, qui était professeur à Lovanium, que je connaissais depuis tant d'années, avec qui je travaillais beaucoup. Et Gansoff dit à Hollands, qui répète à Verhagen, va trouver Van Lierde d'urgence, car ce soir, il y a le grand souper au Zoo, le grand restaurant de Léopoldville. Il y a le grand repas amical où tous les Congolais amis des Belges sont invités avec les gens de l'ambassade, etc., les délégations étrangères. Et tu dis à Van Lierde d'aller annoncer à Patrice Lumumba que tous les partis sont là, sauf le MNC. Et Gansoff donc demande que moi j'aille chez Patrice lui dire qu'il est obligé de faire ça, que le roi lui a demandé, que le gouvernement lui a demandé, et qu'il est obligé de faire cette démarche. Naturellement, quand Benoît Verhagen, mon cher ami, me sort une monstruosité pareille, je lui dis, écoute Benoît, tu ne me vois pas, moi, courir chez Patrice, dire une chose pareille, que les Belges invitent tous les Congolais les plus braves, amis des Belges, sauf le MNC de Patrice Lumumba. Alors, tu retournes directement chez Gansoff et tu lui dis, parce que Patrice avait un chef de cabinet, comment il s'appelait encore, son nom ne me revient pas tout de suite, mais qui avait déjà dit à Patrice, tu vois bien, on ne te veut pas, etc. Nous, on va brûler toutes les voitures des Belges dans Léopoldville, et c'est fini. Et je dis à Verhagen, et tu vas dire à Gansoff que s'il fait ce coup-là ce soir, moi je pourrais pas retenir le chef de cabinet de Patrice, qui lui n'est pas tellement non-violent. Patrice, lui, il est pour des formules non-violentes et pacifiques. Allez, comment est-ce qu'il s'appelait encore Bernard Saloumou, voilà. Saloumou était le chef de cabinet de Patrice. Et je dis, et tu dis à Gansoff
que si jamais il fait ce coup-là, toutes les voitures des Belges vont flamber ce soir dans Léopoldville. Par contre, s'il suit ma proposition, il décide immédiatement, avant que ce souper ait lieu, de désigner Lumumba comme premier informateur pour la formation du premier gouvernement congolais. Et chose incroyable, Gansov suit mon conseil, peut-être qu'il n'y croyait pas, hein, mais enfin il le fait. Il téléphone à Patrice, qui me retéléphone immédiatement après. Venez me voir, on va arranger les choses. Et c'est comme ça que Lumumba est nommé premier informateur pour la constitution du premier gouvernement congolais. Il est tout content, il est beau, il me dit ça va. Mais ça n'allait pas. Parce qu'évidemment, devant un geste pareil, quand Gansov, au souper avec tous les amis des Belges, annonce, la radio annonce qu'on vient de nommer Lumumba comme premier informateur du gouvernement, évidemment, tout le monde perd l'appétit, le potage descend et tout le monde est étonné. Et alors commence une campagne incroyable contre Lumumba. Dans la presse, dans les milieux d'affaires, etc. Et en 2-3 jours, l'échec est total. Patrice ne peut pas constituer le premier gouvernement congolais. On désigne alors Kasavubu. Même échec, impossible de constituer le premier gouvernement congolais. Et avec Van Bilzen, on fait l'impossible pour réconcilier ces deux hommes assez extraordinaires, Kasavubu et Lumumba. Et je dis à Patrice, il faut te réconcilier avec Kasavubu. Et il y a cette question terrible, à un moment, où Patrice me dit, tu vois bien, il n'y a pas moyen, tous les Belges et les Américains sabotent tous les efforts qu'on fait pour avoir une union nationale. Je veux être président de la République. Je suis effrayé. Je dis, Patrice, c'est impossible, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'à Léopoldville, excuse-moi, je dis, mais tu es beaucoup moins représentatif que Kasavubu, qui lui a déjà des années d'histoire politique et de lutte pour son indépendance de son Congo central. Si vous n'êtes pas ensemble, il n'y a jamais de gouvernement congolais qui va sortir, vous ne serez pas indépendant le 30 juin 60. Ça a été un des moments les plus difficiles de mes relations avec Lumumba, ça a été celui-là. Le dissuader de vouloir être président de la République. Et puis on a recommencé les contacts pour réconcilier les deux hommes. Finalement, ils se sont mis d'accord. Kaza serait le président de la République et Patrice serait le Premier ministre. Mais ça a mis des heures de discussion. On a voté au Parlement, Kaza a été élu, et Patrice a constitué son premier gouvernement, dont on a publié les photos là, très larges, etc. On respirait. Donc, on se dit, voilà, enfin la réconciliation est faite, le 30 juin pourra venir, et ce sera bien. Et le 28, un ami belge qui s'occupait de la presse du gouvernement à Léopoldville me dit, tiens, Jean, est-ce que tu as lu les discours du roi et de Kaza pour le 30 juin? Ah, je dis non, je n'ai pas vu. Ah tiens, voilà, c'est le texte. Et il me passe les textes du discours du roi et de Kasavubu. Et mes amis, je lis ces textes et je trouve un peu stupéfiant que mon jeune monarque ait un style léopoldien, comme si on était retourné à la fin du XIXe siècle, et qu'il ne comprenait pas que les choses avaient changé, qu'il y avait une culture négro-africaine, une espérance afro-asiatique, tout ça avait l'air d'échapper à mon jeune roi. J'étais scandalisé. Je cours chez Patrice et je lui dis, tiens, quel est ton avis sur les discours qui aura le 30 juin, dans 2 jours? Les discours, il me dit, oui, du roi et de... Mais personne ne m'a rien donné. Mais comment c'est possible? Je lui dis, t'es Premier ministre.
Et tu ne reçois même pas les discours qui vont être prononcés dans 2 jours par le roi et par Kasavobu. Et toi, tu n'es pas au programme. Je ne suis pas au programme. Patrice, tu ne peux pas laisser passer ça. Et alors, il a cette réponse que je me souviens toujours. Jean, ça, c'est impossible. Le protocole, c'est le protocole. Le roi va parler, Casa va parler, et puis c'est fini. Et alors, je me lève, je dis, écoute, Patrice, tu seras à 3-4 mètres du micro. Quand les 2 autres ont terminé leur baratin, tu te lèves et tu parles au nom de l'Afrique indépendante, de l'Asie, de toute l'espérance, de tous ces peuples colonisés. Et je vois Patrice toujours étonné. Oh, me dit, tu crois? Non, je crois pas. Et je le salue, je ne le vois plus, jusqu'au 30 juin 1960. Et quand j'arrive au Parlement, ce grand palais, là, près du fleuve, face à Brazzaville, etc., je vois que mon ami belge, le journaliste, dont le nom ne me revient pas tout de suite maintenant, distribue aux journalistes le texte du discours de Patrice Lumumba. Je dis, mais tu as déjà un texte là? Oui, j'ai le texte de Lumumba, il va parler. Donc, en 2 jours, comment est-ce que mon ami Patrice, qui était quand même un homme extraordinaire, je veux bien, comment, malgré toutes les sollicitations, a-t-il eu encore le temps de rédiger et de dicter ce texte assez extraordinaire que les Belges n'apprécient pas beaucoup, mais moi que je trouvais dans toute la société africaine de culture et du point de vue internationaliste, du point de vue de l'espérance africaine et afro-asiatique, je trouvais ce texte formidable. Mais la presse et les conseillers de tous bords vous ont soupçonné d'être l'auteur de ces textes. Évidemment, tout de suite, dans la presse, on a dit l'auteur de ce texte, évidemment, c'est Van Lierde, etc. Oh, je n'ai pas écrit une ligne de tout ce texte. Ça veut dire que peut-être qu'il a eu l'aide de mon ami Pierre Duvivier, qui était à son cabinet, un autre Belge, mais sinon, c'était tout à fait le style de Patrice. Mais c'est ça vraiment la dimension d'incompréhension de mes amis belges. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'un nègre, ça pouvait écrire, que ça pouvait causer pendant des heures, et que ça avait un sens du verbe et de l'usage de la parole, bon, que Kasavobu n'avait pas, hein, beaucoup d'autres n'avaient pas ces dons. Mais enfin, Patrice, il avait ça. Et il a prononcé ce discours. Le roi a parlé, Casa a parlé, et puis, lui, plus malin que moi, il avait dit à Kassongo, le président de la Chambre, c'est toi qui présentes les orateurs, quand les 2 autres ont fini, tu présentes le Premier ministre. Et Kassongo avait dit, je donne maintenant la parole au Premier ministre. Alors là, un froid tombe sur toute l'Assemblée, je vois Baudouin, mon cher roi, qui se penche vers Kasavobu. Qu'est-ce que c'est? C'était pas prévu, c'était... Vous saviez ça? Et je vois que l'autre fait non. Il ne savait pas. Et Patrice commence. Évidemment, je vois tout de suite que le roi tremble, que Kasavobu n'est pas content, que le général Janssens, à 10 mètres de moi, sa moustache frétille de rage. Je me dis, oh là là. Mais, dans la salle, toute l'Afrique applaudit. Tous les Asiatiques applaudissent. Et quelques Belges, comme Benoît Verhagen et moi, naturellement, on applaudit. Et, après tout ça, on lève la séance, et je cours chez Patrice en disant, parce que j'apprends tout de suite par mes amis belges que le roi furieux va quitter Léopoldville. Il se trouve comme s'il avait été injurié, etc. Et je dis à Patrice, écoute, il y a le dîner maintenant, on invite tout le monde à table, il y a du poisson, etc., on va bien manger. Mais toi, fais un petit discours rectificatif pour dire, oh, je vois que je ne suis pas tout seul à lui dire. Plusieurs autres viennent lui dire, ça a quand même été un peu dur, maintenant pour dire bon appétit aux gens, rectifie un peu. Et je vois que Gaston Eyskens, notre Premier ministre belge,
fait la même démarche chez Patrice et lui dit on va arranger quelque chose maintenant à table. Oui, dit Patrice. Et c'est ça qu'on verra dans les télévisions futures. Eskens qui raconte moi j'étais le nègre de Lubumba le 30 juin 1960 parce que j'avais rédigé un petit texte rectificatif. Jetant les louanges de la colonisation belge qui avait en effet fait des choses magnifiques. Moi, je racontais moi aussi bien que Patrice que les Belges avaient fait de remarquables travaux jusqu'au 30 juin 1960 dans l'enseignement, la production, les usines, les écoles, les universités. Bon, ils avaient quand même fait des choses, tout était propre. Dans le Kinshasa de l'époque et dans le Congo de l'époque, les routes ça tournait, les chemins de fer ça tournait. Et Patrice a fait ce discours rectificatif à table devant tout le monde. Le roi alors était très con. Vantant Léopold II, vantant la colonisation, et je trouvais que c'était très bien. Ça va redonner un peu d'appétit à tout le monde. Et on était content, et le roi restait sur place. Il refera le même discours le 4 juillet 1960 devant tout le corps diplomatique et devant toute la presse internationale. Et il est tellement, à ce moment-là, éclairant sur la collaboration avec les Belges, les Européens et les Américains, que l'ambassadeur de Belgique va embrasser Patrice le 4 juillet à sa grande conférence de presse internationale. Car Patrice répète alors ce qu'il avait dit avec moi des dizaines de fois. Les Belges, vous autres, vous n'avez rien fait pour former des cadres congolais. Nous arrivons le 30 juin 60 à l'indépendance et il y a 13 millions d'habitants au Congo et sur les 13 millions, il y a 13 universitaires. 1 par million d'habitants. Donc, si les 90 000 Belges qui sont là ne restent pas, nous ne serons jamais capables de gérer cet immense pays avec toutes ses richesses. Nous devons faire la collaboration. Et le 4 juillet, c'est ce que Patrice répète devant, et tout le corps diplomatique applaudit sur ce désir de collaboration profonde. Et le même soir, à cause de l'imbécilité du général Janssens, qui avait mis au tableau avant l'indépendance égale après l'indépendance, ce crétin de général, excusez-moi, provoque la rébellion de la force publique. Car tous ces gens de la force publique, il n'y avait pas un seul officier ni sous-officier nègre dans tout ça. C'était des blancs qui dirigeaient la force publique. Et la force publique était faite pour contrer tout le travail des nationalistes congolais. Ils se rebellent. Et ils se rebellent d'abord contre le gouvernement de Patrice. La première rébellion de la force publique, c'est d'abord contre le gouvernement. Parce que, évidemment, ces nègres de la force publique, qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous, on n'aura rien. C'est les politiciens qui raflent tous les postes, et nous, c'est zéro. Donc, on se rebelle. Et après la rébellion contre Patrice, ils se rebelleront contre les Européens. Ça va foutre alors une tragédie dans tout ce Congo. C'est que il va y avoir des abus, des violations, etc. Ces forces publiques se rebellent, elles foutent le bordel dans tout le territoire congolais. Et aujourd'hui, nous sommes en 2005, on n'en est pas encore sorti vraiment. Car c'est eux, à cause de leur rébellion, pas à cause du discours de Patrice du 30 juin, c'est la rébellion de la force publique qui commence à faire fuir des milliers d'enfants, de femmes, de coloniaux et de coloniaux. Et le gouvernement belge, hypocritement, voyant ça, a le culot de dire à la radio et à la télévision, oui, si vous rentrez dans la métropole, vous serez couvert comme si vous étiez resté en Afrique. C'est-à-dire, c'était comme si c'était une prime à la désertion de la part de milliers de fonctionnaires. C'était un scandale incroyable. Kasavubu et Lumumba font le tour. Ils font partout pour essayer de réconcilier les gens. Rester au travail, travailler. Nous sommes indépendants, maintenant ils sont là. Et ils vont vers le Katanga, Kasa et Lumumba. Et ils survolent la Luano, le grand aéroport d'Élisabethville.
et ils annoncent à la tour, nous voulons atterrir. Et se trouve déjà dans la tour, nous sommes en juillet 60, un homme qui s'appelle Godefroy Munongo, et qui interdit à l'avion d'atterrir sur le territoire katangais. Casa, vous pouvez descendre, mais pas Lumumba. Évidemment, on ne savait pas les séparer dans l'avion. Donc, c'est le premier interdit, le premier signe de haine de Munongo vis-à-vis de Lumumba. Et il dira à tous ses amis de Tchombe et les autres, Lumumba ne mettra jamais les pieds sur le territoire congolais, et s'il vient un jour, il mourra. Et ce sera le cas quelques mois après. Voilà, ça c'est mes souvenirs de cette période terrible de l'indépendance et juste après l'indépendance. Je n'ai plus revu Patrice. Après, moi j'ai quitté Léopoldville le 3 juillet pour rentrer au travail au CRISP, à mon centre de recherche à Bruxelles. Je l'ai encore eu au téléphone. Il m'a dit le 3 juillet, mais Jean, ne t'en va pas, on va faire la grande tournée maintenant dans toutes les provinces du Congo, je veux que tu sois avec moi, on va aller... Mais évidemment, c'était impossible. Je devais rentrer pour mon travail, il n'y avait rien à faire. Voilà, c'est mes souvenirs, oui. Si vous pouvez nous dire comment les Américains sont entrés dans la danse concernant toutes les luttes qui se sont passées, déroulées autour de l'indépendance du Congo? Donc quand on voit la fuite des Européens, la pression internationale commence à jouer sur Kasavubu. Vous avez tort de faire cette tournée avec Lumumba dans tout le Congo, vous devez vous séparer. Et on commence à expliquer à Kasavubu qu'il doit tout faire pour écarter Lumumba du pouvoir. C'est-à-dire exactement le même rêve que le roi et le gouvernement belge avaient au mois de mai et juin quand ils m'envoyaient à Léopoldville. Donc il fallait les séparer. Donc ils font tout avec Kasavubu. Et les Américains, à ce moment-là, le président américain, je ne sais plus comment il s'appelait, mais n'importe, le chef de la CIA, c'était Devlin, le grand patron de la CIA à Léopoldville. Il racontera d'ailleurs après à la télévision, j'ai enregistré tout ça, il reçoit l'ordre du gouvernement américain d'envoyer 2 ingénieurs chimistes à Léopoldville pour empoisonner Lumumba. Ces 2 ingénieurs sont envoyés dans les services secrets de la CIA et viennent à Léopoldville, avec l'accord de Mobutu, avec l'accord de Kasavubu, pour empoisonner Patrice, qui était, à partir du 5 septembre, cassé par Kasavubu et qui était dans sa résidence surveillé et qui était là, en fait, emprisonné dans sa maison de Léopoldville. Mais l'accélération des choses, le fait que les Belges avaient enfin arraché à Kasavubu sa décision de casser Lumumba le 5 septembre, parce qu'il ne serait plus Premier ministre, Mobutu, finalement, va geler les deux. Il va dire, Kasavubu, Lumumba, tout ça c'est la même chose, moi je suis chef de l'armée, je prends la direction des affaires. Mais Mobutu, c'était déjà un indicateur de la sûreté belge avant 1960, il est l'ami de la CIA, il est l'ami de Devlin, il est l'ami des services secrets américains, donc tout ça se met en route. Mais les Américains, voyant que les Belges alors prennent les décisions d'écarter Lumumba et de faire en sorte qu'il ne règne plus, les Américains disent aux 2 ingénieurs chimistes, stop, les Belges vont s'occuper du travail, jetez-moi ce poison au crocodile dans le fleuve Congo. Et on stoppe à ce moment-là le travail des 2 ingénieurs américains, et c'est les Belges qui prennent le relais avec la sûreté belge, les ambassades belges à Brazzaville, pour mettre en route tout ce qui va faire l'organisation de l'assassinat de Patrice et des 2 autres le 17 janvier 1961. On va tout faire depuis septembre, octobre, tout préparer pour en finir avec ce diable d'homme qu'est Lumumba, qui allait, que personne ne peut le gouverner ni le faire. Donc ça c'est le rôle des Belges et des Américains à ce moment-là, oui. Oui, je ne vois pas d'autre chose. Tout ça va conduire jusqu'au 17 janvier
avec vraiment l'organisation par les Belges et la complicité de Ndaka, de Munongo, de Kalonji, avec leur complicité pour conduire cet avion avec les 3 prisonniers, les conduire à la mort à Elisabethville, avec la présence des officiers belges, du capitaine Gatt, qui sera là au moment où il y aura les tirs pour abattre les 3 prisonniers. Et puis, c'est pas tout. On assassine nos 3 amis sur ce territoire katangais. On a encore les photos des arbres contre lesquels on met les 3 fusillés. Et le lendemain, un des inspecteurs de Munongo dit « Je suis retourné là-bas, sur l'endroit où sont morts Polo, Okito et Lumumba. Il y a une main qui sort du sol. » Munongo affolé appelle Tchombe et les autres. Il dit « C'est effrayant. Il va y avoir un pèlerinage permanent. Des foules qui vont venir s'incliner devant ces cadavres. Il faut absolument les faire disparaître. » Et Munongo, avec l'aide des Belges et de l'Union minière, envoie une équipe déterrer les 3 cadavres, les embarquer, choisir 2 officiers de la gendarmerie katangaise, 2 Belges, qui vont aller chercher l'acide à l'Union minière, boire beaucoup de whisky, et le mot d'ordre est « Vous prenez ces 3 cadavres, vous les coupez en morceaux, vous les brûlez, et vous les brûlez avec de l'acide, que tout soit détruit, qu'il ne reste rien de ces 3 hommes pour qu'il n'y ait plus jamais de pèlerinage en leur honneur sur les terres katangaises. » C'est comme ça, tout ça est raconté à la télévision, c'est comme ça que ça s'est terminé. L'appui des Belges, des Katangais, pour en finir avec ces 3 leaders qui représentaient pourtant une espérance fantastique, des rêves des Africains. Je vais faire un recul dans vos contacts avec Patrice Lumumba. En 1960, le 13 janvier, il est en prison à Stalleville et Patrice vous a écrit. Il vous a écrit une lettre dans laquelle il était encore de réaffirmer ses convictions et son engagement pour l'indépendance du Congo, et où il ne reconnaissait pas les délits pour lesquels il devait être en prison. Et est-ce que vous lui avez répondu? Ah ben, il m'a écrit ça le 13 janvier 60, et comme j'ai dit tantôt, 10 jours après, il est à Bruxelles, hein, puisque à ce moment-là, on le fait libérer, et le 20 ou le 23 janvier, il arrive à Bruxelles. Donc quand il m'écrit ça le 13 janvier, il sait qu'il est condamné, et bon, à ce moment-là, il ne voit pas encore sa libération. Hein. C'est les autres qui l'exigent, et puis... Donc la réponse est simple, hein, 15 jours après, nous nous embrassons à Saventem, quoi. Hein. Il est sorti de prison. Et quand il est arrivé ici à Bruxelles, vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez conduit à Gand, à Liège, ici à Bruxelles, au siège des Amis de présence africaine. Il a eu à tenir plusieurs conférences. Et beaucoup posaient des questions à tendance communiste à Patrice Lumumba, au point qu'il y a eu même une question lui demandant comment allait la lutte des classes sociales au Congo. Dites-nous, est-ce que Lumumba était communiste? Oui, non, ça, c'est dans la presse européenne, dans Europe Magazine, dans la presse de droite, etc., déjà depuis longtemps, on disait Lumumba est un communiste, il est payé par Moscou, etc. Oh, Patrice n'avait jamais lu des lignes de Marx, Engels, Lénine, il connaissait rien au marxisme, il n'était pas du tout communiste. Mais ce qu'il faisait, avec moi d'ailleurs, moi je l'ai conduit à l'ambassade américaine, après j'allais le conduire à l'ambassade soviétique, et puis j'allais le conduire chez les Wallons, et puis chez les Flamands, et puis chez les catholiques, et puis chez les francs-maçons, et puis, bon, ça c'était l'esprit de Patrice. Les gens
ne croyait pas ça. Mais il n'a jamais été communiste, il l'a déclaré d'ailleurs plusieurs fois à la radio et à la télévision. Mais n'oublions pas, c'est la guerre froide aussi. C'est ce que j'expliquais tantôt, quand les Américains disent on envoie des empoisonneurs pour les gens ont une trouille terrible de voir l'Union soviétique s'emparer de l'Afrique. Parce que si jamais c'est Moscou qui vient diriger Léopoldville et le Katanga, alors là vraiment ça devient une tragédie universelle. Ça veut dire que pour tous les gens de l'OTAN, pour tous les pays occidentaux, ce serait quelque chose de terrible. Donc, comment en plus, Patrice n'a pas l'air de jouer le jeu des Américains, pas l'air qu'il a l'air vraiment indépendant, donc ça donne une image de peur et d'angoisse dans le monde anglo-américain, où on se dit, oui, il faut faire attention, il ne faut absolument pas que les Russes viennent, avec l'Union soviétique, gouverner l'Afrique noire. Et c'est pour ça qu'on accélérait l'image dans la presse en disant Lumumba est un agent de Moscou, Lumumba travaillait avec les communistes, ce qui n'était absolument pas vrai, quoi. Et avant d'aller à la table ronde, avant le début de la table ronde, ici à Bruxelles, vous étiez en contact avec Patrice Lumumba. Dites-nous quels sont les services que vous avez prêtés à Patrice Lumumba, notamment sur le plan logistique. Oui, ça c'est le genre de souvenirs qui sont pour moi des banalités. Je sais plus. Je faisais avec lui ce que je faisais avec la BACO, avec le MNC, avec le PSA, avec le CRA, c'est-à-dire développer à travers les gazettes de la BACO comme les autres des stratégies d'indépendance non violente, c'est-à-dire donner des mots d'ordre à tous les partis congolais pour ne pas assassiner les Européens qui se trouvent sur Parce que rappelez-vous, c'est la guerre d'Algérie à ce moment-là, de 54 jusqu'à 62. Au Kenya, on abat les colons, il y a des dizaines de morts. Et le Congo échappe à tout ça. Jusqu'au 30 juin 60, pas un seul Européen ne sera assassiné sur le territoire congolais. Donc, la stratégie que moi je développe avec Patrice, mais avec les autres partis congolais, est celle-là. Vous devez vous battre, et la BACO qui était beaucoup mieux organisée avant le MNC pour tout ça, faisait ses tribunaux, ne payait plus l'impôt, avait fait toute une autorité parallèle administrative qui paralysait complètement le gouvernement belge et les pouvoirs coloniaux, tellement cette stratégie de non-coopération avec le pouvoir colonial avait une efficacité formidable. Et ça, sans un mort, sans un tué. Donc, tous ces contacts avec le Lumumba et avec les autres, c'était cette stratégie d'arriver au 30 juin à l'indépendance congolaise sans assassiner les Européens. Et c'est comme ça que ça... Et les seuls morts viendront après, avec la rébellion de la force publique, après l'indépendance. Outre la stratégie, Lumumba a dactylographié ces textes qu'il a amenés à la table ronde avec votre machine. J'ai pas compris. La dactylo de texte, vous avez prêté aussi à Lumumba les services dactylographiques pour dactylographier les textes. Ah non, mais ça c'est quand il me visitait, qu'il venait ici au bureau et que sur ce même bureau d'ailleurs, la machine est toujours là. Je crois que vous l'aviez d'ailleurs filmé un jour, la machine à écrire, mais ça c'est quand il est chez moi. Ah, il faut encore vite faire un communiqué du MNC, donne-moi ta machine, je tape ça tout de suite. Bon, il n'y a jamais de faute, paf, il faisait une page, 2 pages, tout ça était tapé, hop, envoyé à Belga, aux agences de presse. Ça c'était la manière ultra rapide, la capacité productive de Patrice qui était extraordinaire, quoi. Il avait une capacité de travail formidable que beaucoup d'autres n'avaient pas, évidemment, dans ce monde congolais. C'est vrai que les gens étaient beaucoup plus calmes, plus lents. Or, lui, il avait vraiment un caractère ultra rapide et... Oui, ça, je me souviens, sur ces trucs de dactylographie, c'était assez étonnant, parce que même mes amis au CRISP disaient toujours « Ah ben j'ai une bonne dactylo, tu devrais le prendre comme secrétaire. » Il semble qu'il avait une dextérité particulière dans la tape de la machine. Bon, ça je ne me rappelle pas, il tapait vite et je te dis, il tapait sans faute. On voit qu'il était habitué à taper à la machine, en tout cas, ça c'est sûr. Il tapait plus vite que moi, ça c'est certain, oui.
Oui, ça c'est un de bons petits souvenirs. Vous avez encore le souvenir du matin, du jour de la table ronde. Vous êtes allé le visiter à l'hôtel, tout près de la gare du Nord. Et Nendaka venait dans la chambre le matin. Ça vous dit encore quelque chose? Oui, un matin, je dois être là à 7h30 sans doute, et dans la chambre de Patrice, là, un hôtel là près de la gare du Nord, oui, où ils logeaient tous, et là. Et on voyait déjà le programme pour la journée, etc. Et puis rentre un homme en pyjama, Victor Nendaka. Et je dis, tiens Victor, mais quoi, t'es toujours en pyjama toi? Et il est 7h30, 8h moins quart. Là. Mais Patrice, lui, là, va te rhabiller, il dit, on doit travailler, on travaille pas en pyjama. Va. C'est un des souvenirs, en tout cas, que j'ai de Patrice, mettant son ami Victor avec un peu de discipline, quoi. Mais c'était comme ça. Oui, Nendaka, il arrivait en pyjama, lui, bon, je sais pas. Ça a des souvenirs, en tout cas, des débuts de la table ronde, en tout cas, que j'ai. Parce que j'assistais pas, moi, aux réunions de la table ronde. Hein. Il y avait plusieurs conseillers belges qui étaient là, avec les partis congolais. Perrin, Gérard Libois, tous ceux-là, Glynn, et on a fait de gros bouquins, d'ailleurs, sur les conseillers belges des partis congolais à la table ronde. On a fait... Jacques Brassine a publié un numéro du courrier hebdomadaire du CRISP, excellent sur tout ça. Tout ça est raconté, donc ça existe. Hein. Monsieur Van Lierde, je vous remercie. Eh bien oui, mais c'est moi qui vous remercie et j'espère que ça servira pour les générations futures. Je suis content d'avoir encore pu causer pour raconter ces souvenirs. Après tout, j'ai déjà publié beaucoup de bouquins et tout ça là-dessus. Mais enfin, la parole et la tête, la photo, les gens se disent « Ah ben bon, dans sa 80e année, il cause encore. » Donc pour moi, c'est très bien. Pour que les jeunes apprennent tout ça et sachent un peu tout ce qui s'est passé. Il y a maintenant, hein, depuis 1960, ça fait tout de même du temps, hein, plus de 40 ans que tout ça s'est passé. Grand merci à vous. Oui.